Un milliardaire revoit la nourrice qu'il a sauvée il y a des années, cachée en train de manger des restes dans une poubelle, ce qui la fait va. Le trafic sous le pont d'Auchaudy était bruyant ce soir-là. Les bus klaxonnaient pour attirer les clients, de la musique provenait d'un haut-parleur au bord de la route, des garçons couraient entre les voitures avec de l'eau pure et du gala. Les gens se déplaçaient vite, de la manière dont les gens de Lagos se déplacent toujours vite, comme si tout le monde poursuivait quelque chose. Mais à l'intérieur de la Rolls-Royce noire garée près du pilier, le monde était silencieux, trop silencieux. Simon était assis à l'arrière et ne bougeait pas. Sa vitre était entr'ouverte. L'air sentait le diesel, la poussière et l'eau de pluie qui stagnaient depuis trop longtemps dans le caniveau. Son regard était fixé sur un point. Au début, quand il l'avait aperçu depuis la route, il avait cru que son esprit lui jouait des tours. Il avait pensé « Non, ce ne peut pas être elle, ce n'est pas possible. » Mais maintenant, il n'était plus sûr. Là, sous le pont, à côté d'un bloc de béton cassé où deux garçons jouaient et riaient, une vieille femme se penchait près d'une grande poubelle noire. Sa robe avait été bleue, maintenant elle était marron de saleté et déchirée à l'épaule. Ses cheveux gris étaient hirsutes et épars, pas attachés, pas coiffés. Ses mains tremblaient. Elle ne faisait pas que regarder à l'intérieur de la poubelle, elle en sortait de la nourriture et la cachait sous sa robe pour que personne ne voie. Simon sentit une chaleur dans sa poitrine. « Monsieur », dit doucement son chauffeur depuis le siège avant, « allons-nous toujours sur l'île ?» Simon ne répondit pas. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient humides, mais il ne clignait pas. La montre en or à son poignet capta la lumière du soir. Son costume était propre. Il avait l'air riche, il avait toujours l'air riche, mais en ce moment, il ne se sentait pas milliardaire. En ce moment, il se sentait de nouveau comme un petit garçon effrayé, parce que la femme près de la poubelle ressemblait à quelqu'un qu'il avait autrefois aimé. Non, pas seulement aimé, à qui il devait quelque chose. Il poussa la portière de la voiture. « Monsieur », répéta le chauffeur, maintenant inquiet, « cet endroit n'est pas. »« Reste ici », dit Simon, la voix basse, « ne sors pas. » Il marcha vers la terre sous le pont. Les gens se retournèrent et le dévisagèrent. Bien sûr qu'ils le dévisageaient. Ce n'était pas normal pour un homme en costume bleu marine coûteux, avec des chaussures italiennes et une coupe de cheveux soignée, de descendre ici, pas sous le pont d'Auchaudy, pas à cette heure. Mais Simon se moquait des regards. Seule la femme l'importait. Il se rapprocha. Chaque pas semblait étrange, comme si le sol était ailleurs, comme si ce n'était pas réel. Et puis la femme bougea un peu et la lumière de la rue éclaira son visage. Simon s'arrêta. Son cœur faillit sortir de son corps. C'était elle, c'était vraiment elle. Il connaissait ses yeux, même s'ils étaient fatigués maintenant. Il connaissait cette mâchoire. Il connaissait cette cicatrice près de son sourcil gauche. Il la connaissait. Sa voix sortit avant même qu'il ne l'ait planifiée. « Madame Agnès. » La femme se figea, son dos se redressa légèrement, comme un soldat qui entend son nom. Lentement, très lentement, elle se tourna. Ses mains tenaient toujours quelque chose contre son corps, le cachant comme un secret. Pendant un long moment, elle se contenta de le fixer. Ses yeux tremblaient. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Il y avait des années sur ce visage, des années de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Et puis, d'une voix faible, presque un chuchotement, elle dit « Est-ce que je vous connais ?» Simon sentit sa gorge se serrer. Elle ne le reconnaissait pas. Cela fit plus mal que tout. C'était la femme qui l'avait porté sur son dos et avait couru pieds nus dans l'eau de crue. C'était la femme qui avait combattu la mort et avait gagné juste pour le sauver. Et maintenant, elle demandait si elle le connaissait. Il déglutit. Sa voix n'était plus stable. « C'est moi, dit-il, c'est Simon. » Son visage était vide. Il fit un pas de plus. « Madame Agnès, dit-il doucement, c'est moi, le petit Simon d'Ajaguin, le garçon qui a failli se noyer dans le canal, le garçon que vous avez sorti. Vous m'avez pris dans vos bras et avez crié. Simon, respire. Vous m'avez tapoté le dos et m'avez dit, ne meurs pas sur moi, oh, ta mère va me tuer. » Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche aussi. La nourriture dans sa main tomba au sol. Un instant, ses genoux tremblèrent comme s'ils allaient lâcher. Puis elle se couvrit la bouche avec ses deux mains. « Oh » dit-elle, la voix brisée, « oh mon Dieu,
Oh mon Dieu. Simon hocha la tête rapidement, les larmes maintenant bien présentes dans ses yeux. Oui, dit-il, c'est moi, je vous ai trouvé. Et puis, là, sous le pont d'Oshodi, cet homme puissant, cet homme que les gens appelaient Odogwu, cet homme que les journaux appelaient le milliardaire silencieux, cet homme devant qui les hommes adultes se levaient quand il entrait dans une pièce, se mit à genoux devant une vieille femme portant une robe déchirée et tremblant près d'une poubelle. Les gens autour s'arrêtèrent de marcher. Même les garçons qui jouaient se turent. Ils regardaient tous maintenant, parce que quel genre d'homme riche s'agenouille sur un sol sale pour une femme sans abri. Mais Simon s'en moquait. Il pleurait maintenant, pas fort, pas comme un bébé, mais profondément, le genre de pleurs qui vient d'un endroit qui ne s'est jamais guéri. Il prit sa main. Sa main était froide, trop froide. Il la serra fort, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Je vous ai cherché, chuchota-t-il. Pendant des années, je vous ai cherché. J'ai demandé, j'ai payé des gens, j'ai vérifié les vieilles maisons, j'ai vérifié les églises, j'ai vérifié les hôpitaux. Je pensais que vous étiez morte. » Sa poitrine se soulevait et descendait rapidement. Ses yeux étaient maintenant pleins. Ses lèvres tremblaient. « Vous » essaya-t-elle de parler, mais sa voix se brisa. Elle déglutit et réessaya. « Vous avez grandi. » Simon rit un peu à travers ses larmes. « Je n'avais pas le choix, dit-il. » Puis quelque chose arriva. Lentement, comme si elle ne faisait pas confiance à ses propres jambes, Madame Agnès s'agenouilla, elle aussi. Elle s'agenouilla devant lui, tous deux maintenant sur le sol sale sous le pont, face à face comme une mère et son fils. Elle toucha son visage avec ses deux mains. Ses doigts tremblaient en pressant ses joues, comme pour vérifier s'il était réel. « Mon Simon » chuchota-t-elle. « Votre Simon » dit-il. Et ce fut là que Madame Agnès céda enfin. Elle pleura, pas de petites larmes, pas silencieusement. Elle pleura comme une mère pleure quand un enfant disparu revient par la porte après des années. Son corps tremblait, ses épaules tressautaient. Elle se pencha en avant et pressa son front contre sa poitrine et pleura comme si son cœur avait attendu la permission. « Je pensais que vous m'aviez oublié, » dit-elle entre ses sanglots. « Je ne pourrai jamais vous oublier, » dit-il. « Je pensais que vous étiez parti. Je suis là. Ils m'ont dit que vous aviez voyagé, ils m'ont dit que vous aviez changé, ils m'ont dit que vous étiez un grand homme maintenant, que vous ne me reconnaîtrez plus. » Simon la rapprocha et la serra plus fort. « Regardez-moi, chuchota-t-il, regardez-moi bien. » Elle leva son visage. Il essuya ses larmes avec son pouce, comme un fils essuie les larmes de sa mère. « Je suis toujours votre garçon, » dit-il. Ses lèvres tremblèrent. Quelque chose comme un petit sourire essaya d'apparaître mais se transforma en une nouvelle vague de douleur. « J'ai honte, » chuchota-t-elle. Simon secoua la tête rapidement. « Non, ne dites jamais cela, jamais. J'ai honte que vous m'ayez vu comme ça. Arrêtez. J'étais en train de ramasser de la nourriture dans la poubelle. » Sa voix disparut presque quand elle dit cela, comme si elle voulait se cacher dans le sol. Simon déglutit. Un moment, il ne put parler. Puis, très doucement, il dit « Je sais ce que vous faisiez. » Ses yeux se remplirent à nouveau. « J'ai essayé de le cacher quand j'ai vu votre voiture, » dit-elle. « Je ne voulais pas que vous me voyiez comme ça, Simon, pas vous. » Il ferma les yeux, sa mâchoire se serra. Maintenant, ses larmes étaient de colère, pas envers elle, envers le monde, envers la vie, envers lui-même. Parce que comment la femme qui a sauvé un milliardaire peut-elle finir affamée sous un pont? Comment la gosse peut-il regarder et ne rien faire? Comment? Il rouvrit les yeux et la regarda avec une sorte de promesse profonde. « Vous n'allez pas rester ici, » dit-il. Son corps se figea. Elle sembla confuse. « Quoi? »« Vous n'allez plus dormir ici, Simon. Vous n'allez plus toucher à une poubelle. Simon, écoutez, vous venez avec moi. » Ses yeux s'écarquillèrent. Elle secoua la tête et retira ses mains comme si elle avait peur de le toucher. « Non, » dit-elle vite, « non, non, je ne peux pas. Les gens vont parler, vos employés vont parler, les réseaux sociaux vont parler, vos associés vont dire que vous avez amené une folle dans votre... » Il l'interrompit, la voix ferme maintenant, « maison. » Elle se figea. Il lui tint à nouveau le visage, doucement mais avec assurance. «
Je vous ramène à la maison, dit-il, ma maison, ce soir. Le mot « maison » la frappa comme une gifle. Ses yeux devinrent humides, puis rouges. Simon, chuchota-t-elle, personne ne m'a appelé à la maison depuis des années. Il déglutit difficilement. Alors aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie, dit-il. Pendant un long moment, elle se contenta de le fixer. Ses mains tremblaient à nouveau. Ses lèvres bougeaient comme si elle priait sans son. Et puis, lentement, elle hocha la tête. Ce fut alors que quelqu'un sur le côté cria « O.G. Simon Bennett, regarde ça !» Simon tourna la tête. Une petite foule commençait à se former. Les téléphones étaient déjà levés. Certaines personnes chuchotaient, d'autres souriaient comme s'ils regardaient un film, d'autres semblaient confus, incapables de comprendre pourquoi le propriétaire de Bennett Holdings, le même homme que les magazines appelaient l'avenir de la tech nigériane, était agenouillé sur le sol sous le pont d'Oshodi, serrant dans ses bras une vieille femme sans abri comme si elle était la personne la plus importante au monde. Simon se leva le premier. Puis il tendit la main. « Venez, lui dit-il doucement, levez-vous, maman, levez-vous avec moi, maman. » Ce nom la fit se cacher le visage, car elle ne pouvait contenir autant d'émotions à la fois. Il l'aida à se lever. Ses jambes étaient faibles. Elle faillit tomber. Il la rattrapa. Elle semblait légère, trop légère, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Sa mâchoire se serra à nouveau. « Chauffeur », appela-t-il. La portière de la Rolls-Royce s'ouvrit rapidement. Le chauffeur courut. « Monsieur, oui, monsieur. » Ouvre la portière arrière, mets une des couvertures propres et apporte de l'eau froide du petit frigo, maintenant. « Oui, monsieur. » Le chauffeur se précipita. Les gens enregistraient maintenant. Simon s'en moquait. Qu'ils le postent, qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'ils veulent, que le monde entier voit, que chaque personne à la gosse regarde et apprenne. La femme dont vous riez dans le caniveau aujourd'hui pourrait être la même femme qui vous a porté quand la mort a essayé de vous prendre. Il aida Madame Agnès vers la voiture, mais alors qu'ils atteignaient la portière, elle recula un peu et toucha son poignet. Ses yeux étaient de nouveau humides, mais plus calmes maintenant, plus doux, presque effrayés. « Simon, dit-elle calmement, avant que je monte dans cette voiture, s'il vous plaît, dites-moi quelque chose, dites-moi la vérité. » Il se tourna et lui fit face complètement. « Je vous dirai tout, dit-il. » Sa voix baissa jusqu'à un chuchotement. « Vos parents, dit-elle, où sont-ils » L'air autour d'eux sembla soudain lourd. Cette question toucha un endroit en lui que même l'argent ne pouvait réparer. Le visage de Simon changea un peu, assez pour qu'elle le voie. Il expira lentement. « Ils sont partis, dit-il. » Ses yeux se remplirent lentement d'horreur. « Partis. » Il hocha une fois la tête. « Tous les deux, dit-il doucement. Accident de voiture, pluie nocturne, un camion ne les a pas vus. » Sa main vola vers sa poitrine. « Mon Dieu !» J'avais 19 ans, dit-il, après leur mort, j'ai essayé de vous trouver. Je voulais vous le dire en premier, je voulais vous le dire de ma propre bouche, parce que vous étiez là plus que quiconque. Vous étiez celle qui tenait notre maison quand nous n'avions rien. Vous étiez celle qui cuisinait quand il n'y avait pas de nourriture. Vous étiez celle qui lavait mon uniforme d'école la nuit et qui disait « Mon Simon sera grand ». Son menton tremblait maintenant. « Simon, arrêtez, chuchota-t-elle, vous allez me faire pleurer à nouveau. »« Ce n'est pas grave, dit-il, pleurez, pleurez aujourd'hui. Après aujourd'hui, vous ne pleurerez plus. » Mais elle pleurait déjà. Ses larmes étaient lentes cette fois, silencieuses, lourdes. « Je suis désolée, chuchota-t-elle, je n'étais pas là pour vous quand ils sont morts. » Simon secoua la tête. « Vous étiez en vie, dit-il, cela me suffit. » Un moment, elle se contenta de le regarder, cet homme grand, fort, réussi, dans un costume parfait, debout sous un pont sale comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance qu'elle. Puis elle hocha à nouveau la tête, presque comme si elle se donnait la permission. « D'accord, chuchota-t-elle, d'accord, mon fils, emmène-moi à la maison. » Simon sourit, et pour la première fois de la soirée, c'était un vrai sourire. « Bien, dit-il doucement, parce que je n'en ai pas encore fini avec vous. » Il ouvrit la portière de la voiture pour elle de sa propre main. Pas le chauffeur, pas un assistant, pas un garde du corps, lui.
Mais juste au moment où elle s'apprêtait à monter, une voix dure traversa l'air. « Madame Agnès te suit ? Oh gare, sois prudent. Oh, cette femme est dangereuse, cette femme est une sorcière. Demande-lui ce qui est arrivé à son fils. » La tête de Simon se tourna lentement, très lentement. Ses yeux étaient froids maintenant. Tout le pont se tut à nouveau. Même la musique s'arrêta quelque part. Personne ne bougea. La personne qui avait crié, une femme d'âge moyen avec un foulard serré sur la tête et de la colère dans les yeux, recula d'un pas mais continua de parler. « Elle a tué son seul enfant, » dit la femme, pointant Madame Agnès du doigt. Tout le monde connaît l'histoire. Son fils était en bonne santé, il est venu la voir et il est tombé raide mort dans la nuit. Après ça, les gens l'ont chassé de la résidence. J'étais là, je l'ai vu. Simon sentit Madame Agnès se raidir à côté de lui. Son souffle s'accéléra. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa manche. Il se tourna lentement pour regarder son visage. Ses yeux étaient écarquillés. Sa bouche était ouverte. Tout son corps tremblait comme si une pluie froide tombait sur elle. Et puis, d'une voix brisée qui ne lui ressemblait plus du tout, elle chuchota. « Simon, s'il vous plaît, ne me laissez pas. » Le mot « sorcière » résonna sous le pont comme une malédiction qui refusait de mourir. Les gens avaient recommencé à chuchoter, à moitié curieux, à moitié amusés. Certains tenaient leur téléphone en l'air, espérant une bagarre ou un scandale. Les foules de Lagos adoraient le drame, surtout quand il impliquait les riches. Simon se tourna lentement vers la femme qui avait crié. Son calme était effrayant. « Répétez ça, » dit-il calmement. La voix de la femme tremblait maintenant, mais la fierté la fit parler. « Demandez-lui, monsieur, demandez-lui ce qui est arrivé à son fils, Henri. J'étais là. Il est venu lui rendre visite une nuit et au matin, il était mort. Personne n'a vu de maladie, personne n'a vu de blessure, juste mort. Après ça, les gens dans notre résidence ont dit qu'elle l'utilisait pour la sorcellerie. Ils l'ont chassée. » Madame Agnès se cacha le visage. Ses épaules tremblaient. « Non, chuchota-t-elle, non, ce n'est pas vrai. » Les mains de Simon se serrèrent. Il s'approcha de la femme. « Et vous ? Quelle preuve aviez-vous » La femme cligna des yeux, surprise par son ton. Tout le monde savait. Tout le monde savait quoi ? Gronda Simon, sa voix soudainement tranchante. Qu'une mère en deuil a pleuré son enfant mort ? C'est ça qui fait d'elle une sorcière. La femme se figea. La foule murmura. La voix de Simon baissa à nouveau, froide et ferme. Savez-vous ce qui est pire que la pauvreté ? L'ignorance mêlée à la méchanceté. C'est ce que vous lui avez fait. Il se retourna vers Madame Agnès et lui mit doucement le bras autour des épaules. Vous rentrez à la maison, maman, dit-il fermement, vous quittez cet endroit maintenant. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle ne pouvait pas parler. Elle se contenta de hocher la tête. Simon la guida prudemment à l'arrière de la voiture. Quand la portière se referma, la rue redevint silencieuse. Le chauffeur démarra le moteur, et la voiture s'éloigna lentement de sous le pont, laissant les chuchotements derrière elle. À l'intérieur de la Rolls-Royce, l'air sentait légèrement le cuir et la lavande. Madame Agnès était assise raide, les mains jointes sur ses genoux. Sa robe déchirée semblait déplacée sur le siège blanc et propre. Elle gardait les yeux baissés, de peur de tacher quoi que ce soit. Simon la regardait tranquillement. La même femme qu'il avait autrefois portée sur son dos semblait maintenant petite et perdue à côté de lui. « Vous n'avez pas à avoir peur, » dit-il doucement. « Je n'ai pas peur, chuchota-t-elle, juste honte. » Il sourit tristement. « Vous n'avez pas à avoir honte. » Elle regarda par la fenêtre. Les lumières de Lagos défilaient, brillantes, rapides, vivantes. Elle cligna lentement des yeux. « Cela fait des années que je ne suis pas assise dans une voiture, » dit-elle calmement. « Parfois j'en rêve, mais je n'ai jamais pensé. » Sa voix s'éteignit. Simon la regarda. « Vous n'avez plus besoin de rêver, maman, vous êtes à la maison maintenant. » Ses lèvres tremblèrent. « Simon, je n'ai pas tué Henri. » Il se tourna vers elle immédiatement. « Je sais. » Mais elle secoua la tête. « Vous ne comprenez pas, ils ont tous dit que je l'avais fait. Je leur ai juré que non, mais personne ne m'a cru.
Même le pasteur a dit que je devais avouer avant que la foudre ne me frappe. Alors j'ai fui. Sa voix se brisa. Il était mon seul enfant. La gorge de Simon se serra. Dites-moi ce qui s'est passé. Elle essuya ses yeux avec le bord de sa manche. Il travaillait à l'usine d'Agege. Il avait 28 ans, toujours souriant. Il disait qu'il voulait louer un petit endroit pour moi, loin des commérages de la résidence. Cette nuit-là, il est rentré tard. Nous avons mangé ensemble, juste du riz et du ragoût. Et puis il a dormi sur le sol à côté de moi parce que la pluie était trop forte pour qu'il reparte. Quand je me suis réveillée le matin, elle avala difficilement. Il était froid, parti. Elle se cacha à nouveau le visage, pleurant doucement. J'ai crié jusqu'à ce que les gens viennent, mais au lieu d'aider, ils ont dit que je l'avais utilisé pour de l'argent. Ils m'ont battu, ils ont brûlé mes affaires. J'ai couru jusqu'à n'avoir plus rien. C'est comme ça que j'ai fini ici. Simon ne put plus retenir ses larmes. Il tendit la main et serra la sienne fort. « Écoutez-moi, dit-il, la voix tremblante, vous ne l'avez pas tué. Vous n'avez fait que sauver des vies toute votre vie, y compris la mienne. Vous étiez la seule qui croyait en moi quand tout le monde disait que je n'y arriverais jamais. Vous m'avez dit, mon Simon sera grand, et vous aviez raison. » Ses yeux se levèrent lentement pour rencontrer les siens. « Je l'étais, » chuchota-t-elle. Il hocha la tête. « Vous l'étiez. » Ses larmes coulèrent à nouveau, mais maintenant, un petit sourire faible apparut entre-temps. Quand ils arrivèrent à sa maison de maître à Ikoyi, les gardes de sécurité coururent pour ouvrir la grille. La Rolls-Royce glissa, les pneus ronronnant doucement sur l'allée en marbre. Une longue fontaine scintillait devant la maison, reflétant les lumières dorées. Madame Agnès eut un souffle coupé. « Simon, c'est ta maison. » Il sourit. « Oui, mais ce soir, c'est notre maison. » Il sortit rapidement et ouvrit lui-même sa portière. Les gardes regardaient, confus, tandis que leur patron, l'un des hommes les plus riches de Lagos, aidait une vieille femme à sortir de la voiture comme si elle était de la royauté. « Bonsoir, monsieur, » dit un garde hésitant, « devons-nous » Simon leva une main. « Pas de question. Apportez de l'eau chaude, des serviettes propres et de la nourriture, maintenant. » Ils partirent immédiatement. Il la conduisit aux marches de marbre. Ses pieds tremblaient sur le sol poli. Elle essayait d'enlever ses pantoufles avant d'entrer. « Laissez-les, » dit Simon en souriant, « c'est votre maison, maman, pas besoin d'enlever quoi que ce soit. » À l'intérieur, la maison était silencieuse. Un jazz doux jouait en fond. Un lustre pendait du plafond comme un millier de petits soleils. Madame Agnès se tourna lentement, regardant les photos sur les murs. Simon lors de cérémonies de remise de prix, serrant la main de gouverneur, posant à côté de PDG. Ses yeux se remplirent à nouveau. « Vous êtes devenu tout ce pourquoi j'ai prié, » chuchota-t-elle. Il sourit tristement. « J'aurais aimé que vous soyez là pour voir cela. »« Je l'étais, » dit-elle doucement en le regardant. « Chaque nuit sous le pont, je priais pour vous. Je disais à Dieu, que mon Simon ne souffre jamais comme moi. » Je ne savais pas qu'il répondrait de cette façon. Il baissa les yeux un moment, essayant de retenir ses émotions. Puis, « C'est à mon tour de répondre à vos prières, » dit-il. Plus tard dans la nuit, après qu'elle se fut lavée et changée dans un pagne propre qu'une des domestiques avait apporté, elle s'assit dans la chambre d'amis. Les lumières étaient douces. Un plateau de nourriture se trouvait devant elle, intact. Simon frappa légèrement et entra. « Vous ne mangez pas. » Elle sourit faiblement. « Je voulais d'abord prier. » Il hocha la tête et s'assit à côté d'elle. Elle ferma les yeux, prit sa main et commença à prier. Sa voix était douce mais pleine de force. « Père, merci pour ce miracle, pour avoir ramené mon fils à moi, même quand le monde m'a traité de sorcière. Bénis-le pour s'être souvenu de moi, et que chaque larme que j'ai versée dans la rue devienne de la joie dans sa maison. » Simon ouvrit lentement les yeux. Son cœur était lourd mais paisible. Quand elle eut fini, elle le regarda et dit « Simon, puis-je vous demander quelque chose ?»« N'importe quoi, » dit-il. Elle hésita, puis demanda calmement « Êtes-vous marié ?» Simon sourit. « Pas encore. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui semble être la bonne. » Madame Agnès sembla pensive. «
Quand vous le ferez, qu'elle ait un cœur, pas seulement de la beauté. La beauté s'estompe, mais un bon cœur ne meurt jamais. Promettez-moi que vous épouserez une femme au bon cœur. Il hocha la tête. Je promets. Elle sourit doucement. Bien. Alors mon esprit pourra se reposer. Ces mots le firent légèrement froncer les sourcils. Ne dites pas cela, maman, vous vivrez longtemps. Mais elle se contenta de sourire à nouveau, les yeux lointains. Peut-être, peut-être pas, mais au moins j'ai revu mon garçon. Simon ne comprit pas pourquoi ces mots lui donnaient froid dans le cou. Il se leva, essayant de changer de sujet. Reposez-vous maintenant, maman, demain nous irons faire du shopping. Je vous achèterai de nouveaux vêtements, tout ce dont vous avez besoin. Elle hocha la tête, sa voix faible. D'accord, mon fils, merci. Il éteignit la lumière principale et se dirigea vers la porte. Juste avant de partir, il regarda en arrière. Elle était toujours assise là, les mains jointes, les yeux fermés dans la prière. Quelque chose dans ce moment semblait étrange, beau, mais lourd. Il ne savait pas pourquoi, mais au fond de lui, cela ressemblait à un commencement, et d'une certaine manière aussi à une fin. Au matin, les domestiques dirent avoir entendu chanter doucement dans la nuit. Un hymne que Simon n'avait pas entendu depuis son enfance. Quand la paix comme une rivière accompagne mon chemin. Mais à l'aube, la maison était trop calme. Quand Simon frappa à sa porte pour lui apporter son petit déjeuner, il n'y eut pas de réponse. Il rappela, toujours rien. Il ouvrit la porte lentement, et ce qu'il vit lui arrêta le cœur. Madame Agnès était assise à l'endroit même où elle avait prié la nuit précédente. Ses mains étaient soigneusement pliées sur ses genoux, son visage était paisible, ses lèvres incurvées en un faible sourire. Mais elle ne respirait pas. Simon resta là, gelé, le plateau tremblant dans ses mains. Il le laissa tomber. L'assiette se brisa sur le sol. Non, chuchota-t-il, non, 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 maman. Il courut vers elle, la secoua doucement. Réveillez-vous. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas. S'il vous plaît, ne me faites pas ça encore. Son corps était immobile. Les larmes inondèrent ses yeux. Et puis, de l'encadrement de la porte, une des domestiques chuchota, choquée. Monsieur, elle est partie. Simon tomba à genoux à côté d'elle, sa main agrippant la sienne. Maman, s'il vous plaît, pleura-t-il, vous ne pouvez pas me quitter encore. Mais elle l'avait déjà fait. Son visage était calme, son corps paisible, comme si elle avait attendu toute sa vie juste pour le voir une dernière fois avant de lâcher prise. Il plut le jour où ils enterrèrent Madame Agnès. Pas une pluie forte, des gouttes douces et lentes qui tapaient contre les parapluies et glissaient sur le costume noir de Simon. C'était le genre de pluie que la gosse appelle des larmes du ciel. Le bord de la tombe était calme. Quelques-uns des employés les plus proches de Simon, son chauffeur et 2 pasteurs se tenaient sous le ciel gris. Le cercueil, simple, blanc et élégant, reposait à côté d'une tombe fraîchement creusée, entourée de fleurs. Simon se tenait le plus près. Son visage était calme, mais ses yeux étaient rouges. Il n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Il regardait les pasteurs prier et la chorale chanter doucement depuis le coin du jardin. Le son de leur hymne portait dans l'air. Quand nous serons tous au ciel, quel jour de réjouissance ce sera. Chaque mot frappait sa poitrine comme un souvenir. Chaque note ressemblait à sa voix. Quand vint le moment de descendre le cercueil, Simon prit une profonde inspiration et s'avança. Il jeta une seule rose blanche sur le dessus. « Au revoir, maman » chuchota-t-il, « vous avez enfin eu votre paix. » La pluie s'intensifia. Alors que le cercueil disparaissait dans le sol, quelque chose en Simon se brisa. Il s'agenouilla, sa main pressée contre l'herbe mouillée, et pour la première fois depuis qu'il était un garçon, il pleura sans retenue. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde fut parti, Simon s'assit seul dans le salon de la maison de maître. Les lumières étaient tamisées. Une tasse de thé intacte était posée à côté de lui. Il regarda la vieille photo dans sa main, une image délavée de son enfance. Dessus, Madame Agnès se tenait à côté d'un petit garçon aux dents de devant manquantes, lui, tenant son cartable d'école et riant à la caméra. Il sourit faiblement à travers ses larmes. « J'aurais aimé que vous voyiez jusqu'où je suis allé, » dit-il doucement à la photo, « vous auriez été fiers. » C'est alors qu'un léger coup frappé à la porte retentit.
C'était son assistante personnelle, Ada, se tenant prudemment à l'entrée. Sa voix était douce. « Monsieur, il y a quelqu'un pour vous voir. » Simon essuya ses yeux. « Je ne suis pas d'humeur pour. »« C'est une femme, » dit Ada rapidement. Elle a dit s'appeler Olivia. Simon fronça légèrement les sourcils. Le nom lui semblait familier. Olivia qui? Elle ne l'a pas dit, monsieur, mais elle insiste pour avoir connu Madame Agnès. Olivia était assise calmement dans la salle d'attente quand Simon entra. Elle avait la vingtaine tardive, la peau brune, vêtue simplement d'une robe bleu marine avec un petit pendentif au cou. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. Quand elle le vit, elle se leva immédiatement. « Bonsoir, monsieur. » Simon hocha la tête, étudiant son visage. « Vous avez dit avoir connu Madame Agnès. »« Oui, monsieur, » dit-elle, la voix tremblante, « elle était comme une mère pour moi aussi. » Il cligna des yeux. « Pour vous. » Elle hocha la tête, retenant ses larmes. « Quand j'étais à l'orphelinat, elle y faisait du bénévolat tous les dimanches. Elle nous racontait des histoires et apportait de la nourriture de sa propre cuisine. Elle m'a offert ma première Bible. Sa voix se brisa. Je ne savais pas qu'elle était morte avant qu'une autre femme me le dise aujourd'hui. Simon sentit une boule se former dans sa gorge. Vous l'avez connue avant? Oui, dit-elle, même après avoir quitté l'orphelinat, elle venait me voir parfois. Elle disait qu'elle avait eu un fils autrefois, mais qu'il était mort jeune. Je pense que cela la faisait beaucoup souffrir. Chaque fois qu'elle me voyait, elle touchait mon visage et disait « Si mon Henri était en vie, il aurait ton âge. » Les yeux de Simon s'écarquillèrent légèrement. Henri, le même fils dont elle avait parlé la nuit avant sa mort. Il s'assit lentement, son cœur se serrant. « Vous l'avez vraiment connu? » Olivia hocha la tête. « Je l'ai connue, et j'ai entendu ce que vous avez fait pour elle. La recueillir, lui donner une maison. Merci pour cela, monsieur. Elle parlait de vous. Elle disait que vous étiez son enfant miracle. » Simon ne put arrêter les larmes cette fois. Elle était la mienne, aussi. Ils parlèrent pendant presque 1 heure. Olivia lui raconta des histoires sur Madame Agnès chantant pour les orphelins, priant pour des inconnus, donnant de la nourriture même quand elle en avait peu. Simon écouta tranquillement, chaque histoire ajoutant une couche supplémentaire à la femme qu'il croyait déjà connaître. Avant qu'elle ne parte, Olivia se leva et dit doucement. « Monsieur, je sais que vous êtes encore en deuil, mais Madame Agnès m'a fait promettre quelque chose. » Simon leva les yeux. « Quelle promesse ?» Olivia hésita, serrant le pendentif à son cou. Elle a dit « Si quelque chose m'arrive, trouve Simon. Dis-lui de ne pas fermer son cœur à nouveau. Dis-lui d'aimer sans peur. » Simon se figea. Il ne comprenait pas comment elle avait pu savoir de dire cela, ni pourquoi, mais ces mots semblaient venir directement de son esprit. Olivia sourit faiblement à travers ses larmes. Elle croyait que vous rencontreriez quelqu'un de spécial, monsieur. Elle disait avoir vu votre avenir dans un rêve. Simon fronça légèrement les sourcils. Un rêve. Oui. Elle a dit avoir vu une femme debout à côté de vous à votre mariage, et elle portait du bleu. Cette nuit-là, Simon ne put dormir. Il repassait tout dans sa tête, la poubelle sous le pont d'eau chaudy, ses mains tremblantes, son sourire dans la maison de maître, et la manière dont elle l'avait appelé « mon fils » une dernière fois. Il se rendit sur le balcon et regarda le ciel nocturne silencieux. Le clair de lune se déversait sur le jardin où sa tombe était maintenant couverte de lys. Sa voix n'était qu'un murmure. « Vous avez trouvé la paix, maman, mais maintenant c'est moi qui suis perdu. » Il resta là longtemps, jusqu'à ce que la brise nocturne porte un son faible, comme une personne qui fredonne. C'était doux, gentil et familier. Il se figea. C'était son hymne à nouveau. Quand la paix comme une rivière accompagne mon chemin. Il regarda autour de lui, le cœur battant. La maison était silencieuse. Le personnel dormait, mais le fredonnement devint un peu plus clair, comme un souvenir qui prenait vie. Il ferma les yeux. La musique s'estompa lentement, ne laissant que la nuit. Et puis un calme étrange l'envahit. Peut-être lui disait-elle quelque chose, qu'elle était toujours avec lui, qu'elle n'était pas vraiment partie. Il prit une profonde respiration. « Je ferai ce que vous avez demandé,
maman. Je vivrai. J'aimerai. Je promets. 3 jours plus tard, Simon assista à un événement caritatif organisé pour les enfants. C'était l'ancien orphelinat de Madame Agnès, celui qu'Olivia avait mentionné. Il décida de financer l'intégralité du projet en sa mémoire, créant une bourse d'études à son nom, la Fondation Agnès pour les enfants oubliés. Alors qu'il traversait la salle, les gens applaudissaient et prenaient des photos. Il fit un bref discours sur la gentillesse, les secondes chances et l'amour. Mais alors qu'il quittait l'estrade, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, attira son attention. De l'autre côté de la pièce, près de l'entrée, se tenait à nouveau Olivia. Elle portait une longue robe bleu fluide, de la même couleur que dans le rêve de Madame Agnès. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la foule. Simon se figea. Le bruit autour de lui s'estompa. Un instant, on eût dit que le temps s'arrêtait. Comme si Madame Agnès elle-même avait chuchoté « Regarde, c'est elle ». Olivia sourit doucement, ses yeux scintillants, et Simon lui sourit en retour. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière le bâtiment de l'orphelinat, Simon se tenait dans le jardin et chuchota vers le ciel. « Merci, maman. Je comprends maintenant. » Un petit vent effleura sa joue, doux et chaud, comme si l'univers lui-même répondait. Mais ce que Simon ne savait pas encore, c'est que l'arrivée d'Olivia n'était pas juste le destin. C'était le début d'un nouveau secret. Un secret qui allait bientôt mettre à l'épreuve tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, la loyauté et le destin. La brise du soir à l'orphelinat portait un étrange mélange de rire et de nostalgie. Les enfants couraient dans la cour, leur rire résonnant contre les murs peints. Simon se tenait près de la fontaine, les regardant jouer, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Mais quand ses yeux retrouvèrent Olivia, la femme en robe bleue, quelque chose changea en lui. Ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était de la reconnaissance, un sentiment que son visage, sa voix, même sa manière de parler, semblaient étrangement familiers. Il ne savait pas pourquoi, mais chaque fois qu'elle souriait, il voyait une ombre de Madame Agnès dans ses yeux. Plus tard dans la nuit, Simon invita Olivia à dîner dans sa maison de maître. Elle arriva tranquillement, vêtue d'un simple chemisier et d'une jupe crème, paraissant à la fois gracieuse et timide. Les domestiques l'accueillirent avec des sourires chaleureux. Ils avaient tous entendu parler de la femme qui avait aidé à réconforter leur patron après la mort de Madame Agnès. Ils dînèrent sur la terrasse surplombant le jardin éclairé par la lune où Madame Agnès était enterrée. Une bougie vacillait entre eux, et pour la première fois depuis des mois, Simon rit sincèrement. « Vous me rappelez elle, dit-il après un moment, la manière dont vous parlez, dont vous vous souciez des gens. C'est comme si elle était toujours là. » Olivia sourit doucement. Elle m'a tout appris. Elle disait, « La gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est la graine qui pousse en miracle. » Simon hocha lentement la tête. Cela lui ressemble. Puis il ajouta, presque pour lui-même, « Elle a dit avoir fait un rêve, que je rencontrerais quelqu'un en bleu. » Olivia leva les yeux, sa fourchette immobilisée en l'air. « Elle vous a dit cela? » « Oui, dit Simon, elle l'a mentionné une fois avant de mourir. Et le jour où je vous ai vu, vous portiez du bleu. » Ses yeux s'adoucirent. Peut-être que ce n'était pas un accident. Un long moment de silence s'étira entre eux, doux mais profond. Puis Olivia le brisa. « Simon, puis-je vous dire quelque chose? Quelque chose à propos de Madame Agnès qu'elle n'a jamais dit à personne. » Simon se pencha en avant. « Allez-y. » Olivia prit une profonde inspiration. Avant de mourir, elle est venue me voir à l'orphelinat. Elle était malade, mais elle a souri tout le temps. Elle m'a donné ce collier. Elle montra le petit pendentif en or autour de son cou. Simon remarqua qu'il avait l'air familier, un petit cœur avec les lettres H gravées dessus. Elle a dit qu'il appartenait à son fils, continua Olivia, Henri Agnès. Les yeux de Simon s'écarquillèrent. C'est le nom de son fils. Oui, mais elle a dit autre chose ce jour-là. Olivia chuchota, la voix tremblante. Elle a dit, « Si jamais tu rencontres Simon, dis-lui que l'histoire de mon fils n'est pas finie. Dis-lui que la vérité le trouvera. » Simon fronça les sourcils. « La vérité. » Olivia hocha la tête. « Je ne comprenais pas alors, mais hier, après avoir visité sa tombe, j'ai rencontré quelqu'un à l'ancienne résidence.
Un vieil homme qui se souvenait de Madame Agnès et Henri. Il a dit qu'Henri n'était pas mort de cause naturelle. Simon se figea. Que voulez-vous dire? La lumière de la bougie vacilla sur le visage d'Olivia. L'homme a dit qu'Henri rentrait chez lui cette nuit-là parce que quelqu'un lui avait dit que Madame Agnès était en danger. Il y a eu une bagarre dehors. Un voleur s'était introduit dans sa résidence. Henri a essayé de la protéger et il a été poignardé. Les mains de Simon devinrent froides. Mon Dieu! Elle s'est évanouie, dit Olivia calmement. Quand elle s'est réveillée, Henri était parti. Mais avant que quiconque puisse l'aider, les voisins ont vu du sang, l'ont vu pleurer et l'ont accusé de sorcellerie. Le vrai meurtrier s'est échappé. Le cœur de Simon battait fort. Alors elle était innocente depuis le début. Olivia hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, elle a porté cette douleur pendant des années. Elle m'a dit qu'elle leur avait pardonné, mais que cela la hantait encore. Elle n'a jamais arrêté de se blâmer de ne pas l'avoir protégée. Simon se renversa, le visage pâle. Je ne peux pas y croire. Après tout ce qu'elle a souffert, tous ces mensonges. Il regarda vers le jardin, la voix brisée. Elle est morte en pensant que le monde la haïssait. Olivia tendit doucement la main, touchant la sienne. Pas tout le monde. Vous l'aimiez, et elle le savait. Simon la regarda. La regarda vraiment cette fois. Et vous? Pourquoi tenez-vous tant à elle? Olivia hésita, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si les mots se battaient pour sortir. Parce que Madame Agnès m'a sauvée, moi aussi. Elle m'a trouvée quand j'ai été abandonnée au bord de la route quand j'étais enfant. Elle m'a elle-même emmenée à l'orphelinat. Elle disait, « Tu me rappelles mon Henri, les mêmes yeux, le même sourire. » Sa voix tremblait. J'étais trop jeune pour me souvenir de beaucoup, mais elle a dit que j'avais environ 2 ans quand elle m'a trouvée. Simon cligna des yeux. Attendez, c'était à peu près au moment où Henri est mort. Olivia hocha lentement la tête. Je sais. C'est pourquoi je pense qu'il y a peut-être plus dans cette histoire. Peut-être qu'Henri n'est pas mort immédiatement. Peut-être qu'il a laissé quelque chose derrière lui. Les yeux de Simon s'écarquillèrent. Vous pensez que vous êtes? Je ne sais pas, chuchota-t-elle, mais elle disait toujours que j'étais son miracle après la tempête. Elle n'a jamais dit à personne où elle m'avait trouvé, seulement que j'étais spéciale pour elle. Simon sentit son souffle se couper. Olivia, si c'est vrai. Juste à ce moment, le tonnerre gronda au loin. Le vent se leva, faisant vaciller violemment les bougies. Olivia se leva, surprise, agrippant son pendentif. Je suis désolée, je ne voulais pas vous bouleverser. Simon se leva aussi. Non, non, vous ne l'avez pas fait. C'est juste, c'est trop. Elle eut un faible sourire. Peut-être que c'est le destin. Peut-être que c'est pour cela que Madame Agnès nous a réunis. Il hocha la tête, incapable de parler. Son esprit tournait. Cette nuit-là, après son départ, Simon ne pouvait s'arrêter de penser. Il se rendit dans le vieux bureau de ses parents, la pièce qu'il n'avait pas franchie depuis des années. Il ouvrit le vieux coffre dans le coin, celui rempli de lettres et de papiers de famille. Parmi eux, il trouva une petite enveloppe avec l'écriture de Madame Agnès. Elle était vieille, mais l'encre était encore claire. Pour Simon, si je ne vis pas pour lui dire la vérité. Les mains de Simon tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée. Mon cher Simon, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas pu dire au revoir. J'ai vécu avec un secret pendant de nombreuses années, un qui a brisé mon cœur chaque jour. La nuit où Henri est mort, j'ai trouvé quelque chose dans sa main, un bracelet. Il appartenait à une femme qu'il aimait, une femme qui était enceinte. Il est mort en nous protégeant toutes les deux. Le bébé n'a jamais été retrouvé, mais je l'ai trouvé des années plus tard, un enfant laissé sur le bord de la route. Je l'ai appelée Olivia. Le souffle de Simon se coupa. Je ne sais pas si elle était l'enfant d'Henri ou une autre âme perdue que Dieu a envoyée pour me guérir, mais je l'ai élevée avec l'amour que je ne pouvais plus donner à mon fils. Si jamais tu la rencontres, protège-la comme ta sœur. Elle porte son esprit, je le sens. Simon s'affaissa sur le sol, tremblant. Il chuchota, « Oh, mon Dieu! Olivia est la fille d'Henri. » Son esprit s'emballa.
Cela signifiait qu'Olivia n'était pas juste une gentille étrangère. Elle était la petite fille de Madame Agnès. Il ferma les yeux. Maman, même après la mort, vous sauvez encore des vies. Le lendemain matin, Simon appela Olivia et lui demanda de le rencontrer dans le jardin. Quand elle arriva, il se tenait près de la tombe de Madame Agnès, tenant une petite boîte. Il se tourna vers elle, les yeux doux. « J'ai trouvé ceci la nuit dernière. C'est une lettre d'elle. » Les yeux d'Olivia se remplirent instantanément. « Une lettre ?» Simon la lui tendit doucement. « C'est à vous de la lire. Elle voulait que vous sachiez qui vous êtes. » Les mains d'Olivia tremblèrent en dépliant le papier. Ses lèvres tremblèrent en lisant, les larmes coulant silencieusement. Quand elle eut fini, elle leva les yeux vers Simon, la voix tremblante. Elle savait. Elle savait depuis le début. Simon hocha la tête. « Oui, vous êtes son sang, Olivia. La fille de son Henri, son miracle. » Olivia tomba à genoux près de la tombe, pleurant de manière incontrôlable. « Grand-mère, je vous ai trouvé trop tard. » Simon s'agenouilla à côté d'elle, posant un bras réconfortant sur son épaule. « Non, vous l'avez trouvée exactement quand elle le voulait. » Ils restèrent là tranquillement pendant longtemps, le vent faisant bruisser les lys, le soleil matinal se levant sur la maison de maître. Et pour la première fois depuis la mort de Madame Agnès, Simon sentit la paix. Parce que même en son absence, elle avait laissé derrière elle quelque chose de plus grand qu'elle-même, une famille renaissant de la brisure. Mais le destin n'en avait pas encore fini avec eux. Car alors qu'ils se levaient pour partir, un homme grand en costume gris s'approcha de la grille, quelqu'un qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Il tenait une mallette, ses yeux étaient froids. « Bonjour, dit-il poliment. Je suis ici concernant le testament de Madame Agnès. » Simon se figea. Son testament. L'homme hocha la tête. « Oui, il y a un dernier document que vous n'avez pas vu, et il change tout. » L'air dans le salon de Simon semblait plus lourd que d'habitude. Dehors, le soleil de l'après-midi luttait derrière de gros nuages, projetant de longues ombres sur le sol en marbre. L'homme en costume gris posa une mallette sur la table et leva les yeux calmement. « Mon nom est maître Daniel Okafor, dit-il, j'étais le représentant légal de Madame Agnès avant son décès. » Simon et Olivia étaient assis en face de lui, silencieux, tendus, attendant. La voix de Simon brisa finalement le silence. « Vous avez dit qu'il y avait un autre document. Je pensais que tous ces biens avaient été traités. » Daniel hocha légèrement la tête. « Oui, monsieur, mais celui-ci est personnel. Madame Agnès me l'a remis il y a des années avec des instructions strictes de le remettre seulement si elle mourait après vous avoir retrouvé. » Le front de Simon se plissa. « Après m'avoir retrouvé. »« Oui, monsieur. » Daniel ouvrit soigneusement la mallette et en sortit une enveloppe brune scellée. Le sceau de cire était toujours intact. Dessus, d'une écriture tremblante, étaient écrits les mots « Pour mon fils, Simon, et pour l'enfant de mon enfant. » Le souffle d'Olivia se coupa, ses doigts se serrèrent autour du pendentif à son cou. Simon la regarda brièvement, puis regarda l'avocat. « S'il vous plaît, lisez-la. » Daniel ajusta ses lunettes et déplia le document. Le papier était vieux mais parfaitement conservé, comme si le temps lui-même l'avait respecté. Il commença à lire. « Mon bien-aimé Simon, si ceci te parvient, cela signifie que Dieu m'a offert mon dernier cadeau, revoir ton visage avant de quitter ce monde. Je n'ai pas d'argent à laisser derrière moi, pas de propriété à moi, mais je te laisse quelque chose de plus grand, la vérité, le pardon et la famille. » Simon avala difficilement, les yeux déjà humides. « Il y a des années, quand mon fils Henri est mort, je me suis perdu. Mais Dieu t'a envoyé dans ma vie pour me rappeler que l'amour existait encore. Quand tes parents m'ont prise comme ta nourrice, j'ai promis de te protéger comme le mien. Et je l'ai fait. Mais j'ai échoué mon propre enfant. Où c'est ce que je croyais? Quand j'ai trouvé Olivia, je n'ai dit la vérité à personne. J'avais peur. Peur que si le monde l'apprenait, il me l'apprendrait. Qu'il la traiterait de maudite comme ils l'ont fait pour moi. Alors, je l'ai cachée dans l'amour. Elle était du sang d'Henri, ma petite fille. Et je l'ai élevée de la seule manière que je connaissais, en lui donnant le cœur qu'il me restait. » Olivia se mit à pleurer doucement, ses épaules tremblant. Daniel continua à lire, sa propre voix s'adoucissant. «
Simon, si jamais tu la rencontres, si le destin l'amène à toi, ne la laisse pas vivre dans l'ombre comme je l'ai fait. Donne-lui la vie que je n'ai pas pu donner à Henri. Et prends soin d'elle, pas par pitié, mais parce qu'elle est famille. Enfin, à vous deux, je laisse ce qui m'est le plus précieux. Ma maison à Ajaguinlay. Elle n'a peut-être plus l'air de grand-chose maintenant, mais c'est là que l'amour m'a sauvée pour la première fois. Reconstruisez-la ensemble. Qu'elle redevienne un abri pour les enfants perdus. Que les rires la remplissent à nouveau. L'avocat s'arrêta de lire et leva les yeux. La pièce était silencieuse, à part le tic-tac tranquille de la pendule. Simon expira lentement, la gorge serrée. Elle voulait que nous reconstruisions sa vieille maison. Daniel hocha la tête. Oui, et elle en a laissé la propriété légale à vous deux, à parts égales. Olivia essuya ses larmes. Elle parlait toujours de cet endroit. Elle disait, si je me relève un jour, je transformerai cette douleur en maison pour les autres. Simon se leva, arpentant lentement la pièce, passant une main dans ses cheveux. Elle a tout planifié. Même sa mort semblait faire partie de ses préparatifs. Olivia se leva aussi. Alors faisons-le. Reconstruisons-la. 2 semaines plus tard, ils se rendirent ensemble à Ajaguinlay. La route était bosselée et l'air sentait la fumée et le sel de l'eau voisine. Des enfants jouaient pieds nus dans la rue. Les gens les saluaient au passage. Quand la voiture s'arrêta, Simon descendit le premier. Il regarda autour de lui. Le petit terrain était envahi par les herbes. La maison était vieille, fissurée et oubliée. Mais quand Olivia franchit le portail brisé, elle s'arrêta et se couvrit la bouche. La vue lui arracha des larmes. Le mur délavé portait encore des marques. Henri plus maman, griffonnés au crayon il y a des décennies. C'est ici, chuchota-t-elle, sa maison. Simon hocha tranquillement la tête. Alors c'est ici que nous recommençons. Il se tourna vers les ouvriers qui l'avaient amené et donna des instructions rapides. En quelques minutes, ils commencèrent à désherber, à enlever les débris et à esquisser un nouveau plan. Olivia le regardait, le cœur plein. Vous voulez vraiment la reconstruire? Simon sourit faiblement. Je ne romps pas mes promesses envers la famille. Elle lui sourit à travers ses larmes. Vous lui ressemblez. Les semaines passèrent. La maison se transforma lentement, de briques brisées en murs peints, de silence en rire. Simon la nomma Agnès, maison de l'espoir. Chaque matin, ils accueillaient des enfants de la rue, leur donnant de la nourriture, des livres et un endroit pour dormir. Le même pont sous lequel Simon avait trouvé Madame Agnès était maintenant l'endroit où leurs bénévoles se rendaient chaque semaine pour en secourir d'autres. Parfois, quand le vent soufflait dans la salle commune, Olivia jurait entendre le rire de sa grand-mère résonner faiblement entre les murs. Un soir, après la cérémonie d'inauguration, Simon se tenait sur le pas de la porte, regardant les enfants jouer. Olivia marcha à côté de lui, sa robe captant le coucher de soleil doré. Elle serait fière, dit-elle doucement. Elle est fière, répondit Simon. Olivia sourit, ses yeux brillants dans la lumière déclinante. Vous savez, avant de mourir, elle m'a dit une chose de plus. Elle a dit, l'amour est un cercle. Il peut se briser, mais il trouve toujours son chemin vers la maison. Simon la regarda, sa voix douce. Peut-être que c'est ce que c'est. L'amour qui trouve son chemin vers la maison. Ils se tournèrent tous deux pour regarder la maison à nouveau. Le son des enfants qui riaient remplissait la propriété. Le même son qui avait autrefois résonné à travers leur douleur. Alors que le soir s'approfondissait, une petite rafale de vent traversa le jardin, effleurant les lys sur la tombe de Madame Agnès à côté de la nouvelle maison. Et pendant une brève seconde, le vent porta une voix douce et familière, calme, gentille, éternelle. Merci, mes enfants. Olivia sourit faiblement. Vous avez entendu. Simon hocha la tête, les yeux scintillants. Chaque mot. Ils restèrent silencieux, regardant les étoiles apparaître. 2 âmes liées par la gentillesse d'une femme, portant son héritage d'amour. Et bien que Madame Agnès soit partie, son esprit vivait dans les rires des enfants, dans la paix de son jardin et dans les cœurs qu'elle avait réparés, même après la mort. Si vous avez aimé cette histoire, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes.